aujourd'hui, on va s'occuper d'un MacBook Pro Touch Bar 2019, donc assez récent encore celui-ci aussi. Alors, c'est un A2159, donc voilà, donc il est assez récent. Alors lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris l'eau. Quand je le branche sur mon petit testeur, donc hop, le petit voltmètre USB-C en quelque sorte, je reste bloqué à 5 volts, ce qui n'est pas normal parce qu'on doit passer normalement de 5 volts, c'est vraiment le voltage de base, au niveau à 20 volts pour que le Mac démarre, charge, etc., etc. Là, je reste bloqué complètement à 5 volts. Alors, souvent, ça fait ça pourquoi? Soit parce qu'on n'a pas le 3V3 G-Free Hot, donc en gros, un voltage vraiment très important qui va délivrer, on va dire, les voltages de base pour alimenter certains petits composants qui vont commencer à communiquer pour passer le petit chargeur du coup USB-C vers 20 volts. Soit il y a un court-circuit quelque part et du coup forcément il y a une sécurité qui s'active. Là vu qu'il a pris l'eau, ça peut être ça. Voilà, donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Je vais démonter la carte mère et on regarde ça ensemble. Voilà, donc j'ai démonté la carte mère. Alors, effectivement, elle a pris l'eau pas mal quand même. Il y a un truc qui m'inquiète un petit peu, c'est que ça a pris l'eau, enfin le liquide surtout, mais de l'eau ou quelque chose, c'est colore, c'est sucré, je suppose. Au niveau de la bobine d'alimentation et donc du MOSFET d'alimentation du GPU. Donc en gros, c'est lié au processeur, hein, parce que la carte graphique est intégrée dans le processeur. Et de souvenirs et en tout cas d'expérience sur les modèles un petit peu plus anciens, lorsqu'il y avait du liquide qui coulait au niveau de la bobine et du MOSFET, souvent le CPU il claquait. J'espère sincèrement que ça va pas être le cas de celui-ci, sinon bah, la réparation s'arrêtera vite. Mais bon, on va quand même essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc j'ai repéré ça, ça a vraiment pris l'eau de ce côté-là, je vais vous montrer après au microscope. Il y a eu un petit peu voilà, d'oxydation et de liquide un peu partout sur la carte mère. Le reste m'inquiète pas trop, c'est vraiment juste cette partie-là qui me fait peur. Pour le reste, ça a l'air d'aller, mais bon voilà, faut voir si le processeur est encore en bon état. Ça, c'est on va en parler d'ailleurs parce que c'est très important par rapport à ça sur ces modèles. Alors, je vous passe au microscope et je vous montre ce que j'ai vu. Alors, on a donc un premier composant ici qui a un petit peu pris l'oxydation, mais franchement, rien de très très important, hein, on voit bien sur le dessus. J'ai pas l'impression que ça ait touché la carte mère, donc c'est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce qu'on a? On a eu, voilà, donc ici on voit vraiment un liquide partout tout le long ici. Là, bah, ça a coulé aussi sur tous les petits condensateurs Tantal, etc. Et puis des bobines qui sont ici. Bon, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, un petit peu voilà, sur une bobine de CPU, mais là, ça n'a pas l'air trop grave parce que ça n'a pas touché les pistes. C'est une bonne chose. Voilà, et ça, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'était vraiment au niveau, du coup, bah, on voit bien au niveau de la bobine et du MOSFET, en gros, qui vont vers le CPU, du coup, je dis GPU, mais CPU. Tout ça, ça a vraiment, vraiment pris fortement le liquide. Et d'ailleurs, là, c'est vraiment brûlé, etc. Voilà, bon, ça m'inquiète un petit peu. Bon, déjà, on va essayer de comprendre pourquoi il ne passe pas à 20 volts, pourquoi il ne démarre pas comme il le devrait. On va essayer de comprendre, je vais vous passer sur le schéma et on va en parler forcément. Il y a juste une chose que je voulais préciser par rapport au CPU et GPU. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces CPU sont gravés tellement finement, si vous voulez, qu'on peut plus les tester en mode diode comme à l'époque. Par exemple, en mode diode, un CPU, on va dire il y a 5 ans, quand on testait en mode diode, il était quand même très proche du GND, mais il y avait quand même quelque chose, une valeur. C'est-à-dire qu'on pouvait être à 0,030 par exemple. Et du coup, on savait que là, on n'avait pas de court-circuit. Le souci de cela, c'est que ils sont tellement gravés finement que au multimètre aujourd'hui, on peut même plus les tester en fait en mode diode. On arrive à 0,001. Sauf que quand on est en GND, on est quasiment à 0,001. Donc en fait, on ne sait pas s'il est en court-circuit. C'est normal. Donc c'est un petit peu délicat dans ce genre de situation. Il ne reste pour nous que d'autres options, c'est-à-dire oscilloscope, quand on peut tester vraiment si la bobine elle balance bien son jus, etc. Mais voilà, au multimètre, on peut plus vraiment les tester aussi facilement qu'à l'époque. C'est le seul petit souci. Donc là, je peux pas savoir, en l'état actuel des choses, si le CPU, GPU est bon, ou si il est mort. Ça, c'est le seul souci là-dessus. Donc on va simplement essayer de réparer toutes les lignes qu'on peut. On va voir si c'est toujours bon, si le MOSFET il est claqué ou pas. Si voilà, on va voir ce qu'on peut trouver. Mais encore une fois, pour commencer, on va essayer d'alimenter la carte mère. Parce que là, vraiment, elle ne veut pas démarrer du tout. Donc, on passe sur le schéma et on fait quelques tests. C'est parti. Nous voici donc sur le schéma papier de la 820 015 98. Donc je vais chercher rapidement la ligne d'alimentation qui vient du chargeur afin de trouver du coup juste après la ligne d'alimentation principale de la carte mère. Parce que pour que le système USB-C passe de 5 volts à 20 volts, il faut que la carte mère puisse communiquer avec lui. Donc on va faire ppdc in G-Free Hot. Donc ça c'est la ligne du chargeur en lui-même. Alors je vais essayer de trouver directement via la puce de charge. Donc pas très loin. Ouais, la voilà, je l'ai ici. Hop. Donc là, on a bien le PPDCin G-Free Hot qui vient donc bien du chargeur USB-C, un from USB source. Donc là, forcément, ça vient du chargeur USB-C. Donc quand on branche le chargeur, ici, au tout départ, on a 5 volts.
Ce 5 volts, il va traverser la shunt résistor qui est juste ici, donc ça j'en avais déjà parlé sur d'autres vidéos. Une shunt résistor, ça permet de calculer en fait le courant qui passe juste après sur la ligne en fait à travers, et donc ça comprend s'il y a un court-circuit ou pas, donc un problème ou pas sur la ligne plus loin. Et du coup, ceux qui gèrent et ceux qui calculent exactement ça avec la puce, enfin la résistance, pardon, ça va être la puce de charge qui est juste ici la U7000. D'ailleurs, on voit bien qu'elle est raccordée directement sur la shunt résistor. Et bien, cette puce-là va du coup pouvoir calculer si tout va bien sur la ligne. S'il y a un problème, elle n'ouvrira pas les transistors qui sont juste après, donc lui et lui par exemple, pour aller vers du coup le système PPBus GFreeHot. Donc en gros, nos 5 volts qui sont censés aller là quand tout va bien. Mais s'il y a un problème, forcément, ça coupera tout avant. La puce de charge, en fait, va comprendre qu'il y a un souci s'il y a un court-circuit, par exemple, et du coup, va tout couper. Donc déjà, il va falloir qu'on vérifie qu'on a bien du voltage ici, tout simplement. Partant de là, on est censé avoir 5 volts au PPBus GFreeHot, mais pour l'instant, le chargeur USB-C n'est donc pas encore passé à 20 volts parce qu'il n'a pas encore reçu son signal. C'est normal. Quand le 5 volts va arriver ici, ça va foncer tout droit vers une puce très importante qui, elle, va fournir les alimentations pour la puce USB-C qui va contrôler du coup le chargeur USB-C. Donc cette puce-là, je vais vous la montrer. Ça va être hop, la puce U6903 qui, elle, en fait, va recevoir donc le PPBus GFreeHot qui passe en gros par la résistance là, ici. On a une autre shunt résistor ici de contrôle. Donc là, on retrouve bien notre PPBus GFreeHot. Donc là, on est censé avoir 5 volts au tout départ. Ça passe par ici. Ça arrive à une résistance là, hop, ça passe à travers cette résistance. Et on arrive donc à cette fameuse puce qui donc reçoit 5 volts dès le départ. Donc moi déjà, ce que je peux faire, c'est tester pour voir si ici j'ai bien 5 volts, tout simplement. Quand cette puce là est bien alimentée en 5 volts et qu'elle fonctionne proprement, elle va délivrer du 3 volts 3. Et ce 3 volts 3 va se retrouver dans la puce USB-C qui, elle, va du coup, une fois alimentée, contrôler le chargeur USB-C pour le passer en 20 volts, tout simplement. Donc pour gagner du temps, ce qu'on peut faire déjà, c'est de simplement tester ici, surtout qu'on a des super pads, on a un gros condensateur ici pour tester par exemple, et du coup on va pouvoir gagner du temps. Si ici j'ai bien 5 volts, ça veut donc dire que ma puce de charge est bonne, ça veut dire que mon PPBus est bon, bref, ça nous permet de tester rapidement plusieurs lignes d'un coup. Si par contre j'ai 5 volts ici, eh bien c'est sans doute cette puce là qui est peut-être un défaut, et il faudra que je teste si elle crache bien son 3 volts 3. Bon, on va déjà essayer si on a bien du 5 volts ici, c'est parti. Voilà, donc je branche, hop, mon petit chargeur. Donc voilà, je sais pas si on va le voir sur le microscope, mais normalement il devrait s'allumer. Alors on le voit, je vais couper la lumière dans le microscope, c'est plus simple parce qu'il est rétroéclairé. Et normalement on devrait voir... Ah, est-ce qu'on arrive à voir? Non, c'est délicat. J'arrive pas à voir, je vais vous le montrer directement à la caméra. Hop, ça va être plus simple. Ici donc, hop là, je vais y arriver. On a donc bien, voilà, 5 volts et donc 0,010 en consommation, donc quasiment rien. Donc là, en gros, le Mac ne passe pas à 20 volts, il devrait. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui se passe pas correctement. Donc soit la puce de charge a un défaut, soit la puce dont je vous ai parlé juste après, qui va développer le 3 volts 3 GFreeHot a un souci. Enfin, il y a un truc qui va pas. Donc, je vais voir déjà, sur le fameux composant dont je vous parlais, si j'ai bien mes 5 volts du chargeur. Donc, je parlais d'un condensateur ici tout à l'heure, et bien le voilà, il est juste là. Donc, je vais tester ici si j'ai bien 5 volts. Donc, je suis en volts sur mon multimètre. C'est pas trop flou, c'est parfait. GND et plus. 0 volts. Donc là, j'ai rien du tout. Je devrais avoir 5 volts. Pourquoi je n'ai rien? Je vais retourner un tout petit peu en arrière. Donc un tout petit peu en arrière, ça veut dire quoi? Je vais vous montrer sur le schéma, hop, en board view. Un tout petit peu en arrière, ça veut dire PPBus GFreeHot qui est développé, comme je disais, par des petits transistors qui sont... que je les trouve sur cette carte mère. Ici, voilà. Les deux transistors en question, ils sont là. Donc là, en fait, j'ai l'arrivée de mon chargeur. Ici, voilà. PPDC in GFreeHot. Donc là, techniquement, j'ai forcément 5 volts ici qui passent par là et qui arrivent aux portes du transistor ici. Bon, je vais voir si j'ai quelque chose ici. Et si j'ai, du coup, par la suite, donc la suite qui est ici, là, normalement, je n'ai rien, vu que j'avais pas 5 volts. C'est la suite logique, on va dire. Donc je teste là, et je teste là. Donc, les transistors, ils sont ici. Donc on a notre première shunt résistor, comme dont je vous parlais tout à l'heure, hein, où les 5 volts du chargeur arrivent. Un premier transistor, ça passe et ça sort par le deuxième ici. Donc je vais tester déjà, du coup ici, alors je vais me prendre là, c'est plus facile, il y a un petit condensateur, voir si j'ai bien mes 5 volts. Si je ne les ai pas, c'est que j'ai un défaut sur le port USB-C. 5 volts 13, donc c'est bien la carte mère qui a un défaut, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, je vais du coup à côté, donc ça c'est la suite logique, hein, donc on a un petit fût. Là, je suis censé avoir 5 volts. 0 volts, donc là on a bien un défaut. Alors, où est le défaut? Soit un des transistors est mort, soit il y a un court-circuit sur la ligne, soit la puce de charge est claquée. Alors comment je peux faire au plus rapide? Je vais juste tester, voir si j'ai pas un court-circuit sur la ligne. Pour ça, je débranche mon petit chargeur. Je me mets du coup en mode continuité sur mon multimètre, et forcément je teste là.
Il sonne, et je suis à 3.3 en résistance, donc forcément ça va pas du tout. C'est censé être beaucoup plus élevé que ça, et d'ailleurs ça ne devrait pas sonner du tout. Donc là j'ai bien un court-circuit sur la ligne. Donc comme j'ai un court-circuit sur la ligne, c'est la ligne principale d'alimentation, il y a un court-circuit. La puce de charge détecte, grâce à la shunt résistor qui est ici, qu'il y a un court-circuit, et donc forcément, elle n'ouvre pas les MOSFET qui sont là par sécurité. Donc en fait, les MOSFET doivent très bien aller, la shunt résistor doivent très bien aller, bref, tout fonctionne bien, la puce de charge doit aussi très bien aller, mais comme il y a un court-circuit, forcément, ça va pas. Bon, maintenant, il faut que je trouve où est le court-circuit. Là, on va essayer d'y aller par logique, tout simplement. Je pourrais injecter du courant sur la ligne principale, et du coup, mettre à la caméra thermique. Sauf que comme lui, il a pris l'eau, logique, je vais essayer de trouver les endroits où il y a vraiment eu d'oxydation, et surtout, où il y a ce fameux PP J3 Hot, la ligne d'alimentation principale. Je vais voir où est-ce que ça va, est-ce que ça coïncide avec un endroit qui a pris l'eau, tout simplement. Et moi, je sais déjà forcément, j'ai déjà mon idée en tête, on va dire, mais je vais vous montrer rapidement ce que j'en pense. Alors, on passe sur le PC à nouveau. Voilà, comme je disais, hop, on a la ligne d'alimentation principale qui va être... attendez que je vous la retrouve. Donc ça passe par le petit fil et ça devient le PP Bus J3 Hot. Voilà, juste là. Donc ça, c'est la ligne d'alimentation principale. Et donc, ça c'est le souci, c'est que comme il y a des shunt résistors un petit peu partout sur la carte mère, il faut essayer de comprendre que à chaque fois qu'il y a une shunt résistor, pardon, le nom de la ligne change. Mais pourtant, c'est le même voltage, c'est la même ligne. Donc moi, je vais essayer de chercher les shunt résistors qui vont alimenter tous les MOSFET qui vont au CPU, GPU. Parce que je vous rappelle qu'ici, ça a bien pris l'eau au niveau du GPU. Je pense sincèrement que c'est là que ça va pas. Alors, la shunt résistor pour ce CPU, elle est juste ici. On a donc le PPBus J3A, donc l'alimentation principale, qui, je rappelle, est normalement à 5 volts. Et quand ensuite les communications se font avec la puce USB, on passe à 20 volts. Donc techniquement, si la machine fonctionnait, on devrait avoir 20 volts ici. Donc 20 volts là. PPBus HS CPU. En gros, c'est là que ça va alimenter en gros tout ce qui va être processeur. Je clique dessus, je mets de l'autre côté les cartes mères, et là effectivement, on se retrouve avec chaque MOSFET d'alimentation 1, 2, 3, 4, 5, bref, il y a du MOSFET un petit peu partout, puis des petits composants ailleurs. Et moi je sais qu'ici ça a pris l'eau. Je soupçonne donc fortement qu'on a un court-circuit sur ce transistor. C'est logique. Donc je vais le retirer par sécurité, et je vais déjà voir si rien que le fait de l'avoir retiré, est-ce que je suis toujours en court-circuit, pour commencer. Est-ce que ma carte mère passe à 20 volts? Parce que finalement, j'ai pas besoin de ce composant-là pour que la carte mère passe au moins à 20 volts. Elle doit normalement communiquer avec la puce USB-C pour au moins passer à 20 volts. Le démarrage CPU vient après. Donc si je retire ce composant, que je n'ai plus de court-circuit, et qu'en plus ma carte mère passe bien à 20 volts, c'est que là, techniquement, j'ai vraiment trouvé le problème. Non, le souci, ce sera de voir si, ici, il n'y a pas eu un gros dégât, et que le courant n'est pas passé directement par la bobine, du coup, il y a le MOSFET, hop, 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 et directement après, dans le CPU, après, encore une shunt résistor. Tout ça. Parce que le souci, c'est que s'il y a un gros court-circuit ici, eh bien, il y a des chances qu'il y ait du gros voltage qui soit passé par là et que ça ait claqué le processeur. C'est des gros risques et c'est ce que j'avais de temps en temps sur des générations un petit peu en dessous. C'est-à-dire que lui, on peut le sauver. Bon, déjà, je retire celui-ci, je vérifie si c'est toujours en court-circuit, je vérifie si c'est bien lui du coup qui posait problème, mais franchement, je pense que oui. Hein. Ouais, ça coïnciderait vraiment parfaitement. Et on voit ce que ça donne, c'est parti. Parfait, j'ai donc retiré le petit composant. Donc là, première chose à faire, eh bien, je vais retester sur la ligne PPBus si j'ai toujours mon court-circuit. On va croiser les doigts pour qu'il n'y ait que ce genre de problème. Ça ne sonne plus et je suis OL. Donc là, c'est normal, je suis en mode bip. Et en mode diode, qu'est-ce que ça donne? Bon, la carte est un petit peu chaude, mais 0,380... Ouais, 0,400. Donc 400 en mode diode, donc c'est parfait. On est retourné à la normale, donc là c'est une bonne chose. Mais comme je disais, voilà, je vais essayer de tester la bobine ici, du coup, qui va directement au processeur. Donc en mode diode, j'inverse. Hop. Je suis à 0,01. Donc je sais pas si je suis en court-circuit ou si c'est bon. Ça c'est le problème dont je vous parlais tout à l'heure. Je peux pas savoir là, actuellement ici, si le processeur il est mort, tout va bien. Ça c'est le seul souci. Donc là, je le saurai que lorsque j'aurai remis un transistor en bon état et que la carte mère, bien sûr, démarrera. Ça, c'est le seul souci. Bon. Déjà, on va essayer de la démarrer à nouveau, donc de la brancher, et voir si là, on a bien le 20 volts qui est déclaré, on va dire, au chargeur. Donc, je la branche, et on y croit. Moi, j'y crois. Et bingo, on est passé à 20 volts. Et on a même une petite consommation, parce que je pense que la carte essaie de démarrer, même si, bien sûr, là, le processeur n'est plus alimenté correctement. Bon. Donc là, on a repéré le problème. Le transistor était claqué. Facile, jusqu'ici, pas de souci. Bon, maintenant, il faut que je le change. Logique. Alors, c'est un... Il est collé avec le flux. C'est un...
Je mets dans le bon sens, ça peut servir. SIC 621, donc ça c'est le fabricant, c'est Vichay qui s'appelle fabricant pour ce petit transistor là, donc SIC 621. 621, je vais vérifier si j'en ai du 621, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Voilà. Alors, j'ai pas du 621, mais j'ai du 635. Alors, 635, ça donne quoi? C'est le même, en fait, hein, c'est celui-ci. Un Vichay aussi, donc hop là, 635, que je vais vous mettre dans le bon sens par rapport à l'autre. Donc, ils sont pareils quasiment, hein. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui va avoir un peu plus de puissance qui pourra laisser passer que l'autre. Mais pour le GPU, clairement, pas une grosse différence. On n'a pas besoin. Je vais vous passer sur les datasheets et on va voir ça. Je suis désolé, c'est un petit peu. Hop, voilà. Je vous passe sur les datasheets et on en parle rapidement. Voilà, donc on a celui d'origine, le 621, qui délivre 60 ampères max, et celui que moi je voudrais remplacer parce que j'ai pas le 621 en stock, qui délivre 50 ampères max. Honnêtement, pour un GPU, on n'est pas du tout à 50 ampères, on est bien au-dessous. Donc ça irait très bien. Et sinon, dans le principe, clairement, ils font le même boulot. Au niveau empattement, c'est vraiment le même principe, hein, on a vraiment le même système. J'ai déjà, moi, remplacé des MOSFET de ce style-là et j'avais pas eu de soucis par un 635. Donc je pense que là, je vais faire comme ça va être plus simple. Je vais pas trop me prendre la tête et au moins, pas besoin de commander, pas besoin que le client attende trop longtemps. Alors bon, moi je les connais, hein, mais vérifiez bien lorsque vous faites ce genre de choses que tout correspond parfaitement au niveau du datasheet. Hein, donc il y a un petit peu de lecture, hein, mais vérifiez que tout est correspondant, on va dire. Bon, allez, je le change et on y croit. Alors, la carte mère, le 621 qui était claqué, on le sort et on pose le 635 à la place. Donc un petit peu de flux. Je vais rétamer un petit peu d'étain forcément sur la carte parce que là, on est tout à franchement parfaitement bien mis partout, ce qui est logique vu que je l'ai retiré. Je rétame bien tout ça. Pas trop non plus. Pas bien centré correct au niveau de la soudure. C'est dans le bon sens, ça peut servir. Il était. Si j'ai pas d'erreur, ouais, c'est ça. Je préchauffe et on y va. C'est un petit peu plus long à souder parce que généralement les cartes, comme elles sont épaisses, il faut chauffer relativement fort pour que ça soude correctement. Là, ça a dû bien chauffer quand même, parce qu'on voit que, bon là j'ai fourni un peu de plastique en chauffant, mais on voit que ça a dû bien chauffer quand même, parce qu'il était déjà brûlé le plastique noir qui était autour, donc ça a dû vraiment chauffer fort, mais ça ne m'étonne pas beaucoup, hein. Ça développe une puissance assez phénoménale quand ça peut arriver, ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai vraiment très peur pour le processeur, j'espère vraiment qu'il est encore bon. Il n'a pas claqué, sinon bah là, ça vaudra pas franchement le coup de réparer, parce que les processeurs coûtent très cher sur ces modèles. Ils sont récents forcément. On va espérer que ça va aller. Voilà, je suis soudé, j'attends que ça refroidisse proprement forcément. Je vais en profiter pour nettoyer un petit peu la carte. Et on va pouvoir faire un essai et on va croiser les doigts pour que le processeur n'ait pas claqué. Parce que là, j'ai vraiment peur, hein. Quand il y a des courts-circuits comme ça peut aller un peu partout dans le CPU. Ah, bon, allez, ça va, il a refroidi. Je vais laisser un petit peu refroidir autant que je le mette un petit peu dans le châssis. Je vais peut-être renettoyer un petit peu mieux comme ici, parce que c'est vraiment pas très joli là. Ça va, il y a eu pire, c'est correct. Là pour le test, ce sera parfait. Ok, allez, je le mets dans le châssis tout de suite. Je l'ai posé là-bas. Et on y croit. Alors, je vais uniquement brancher l'écran pour l'instant. Pas besoin de beaucoup plus. La batterie, j'en ai pas besoin du tout. On va pas, on va dire, aller trop vite. On va faire des essais plus loin après. Je rebranche ça rapidement et on teste. Toc. Elles sont un petit peu plus délicates à mettre en place dans les châssis que sur les anciens modèles. Donc je parle des 2012, etc. Il faut faire attention à toutes les petites nappes, etc. Surtout que lui, je crois que c'est un touch bar, comme je disais. Donc
Faudrait pas abîmer la nappe du touch bar, ce serait vraiment vraiment dommage de couper quelque chose. On va prendre son temps pour brancher tout ça. Alors, encore une fois, je vais pas tout brancher, hein. Je vais brancher uniquement le strict nécessaire pour voir si j'ai, comme je disais, un affichage. Hop, ça c'est bon. C'est bon. Et aussi, voilà. Je branche l'écran donc. J'y arrive. Parfait. Allez, je vous passe sur la vue générale et on va découvrir ensemble si ça fait, si ça. Alors, est-ce que je peux montrer l'écran vers là? Comme la carte mère, elle est. Ouais, peut-être dans. Et hop, ce sera aussi bien. Je vais baisser la caméra. Hop, parfait, c'est aussi ça. Alors, branche. Volts, c'est normal. 20 volts, c'est normal. Maintenant, on va voir la consommation. 0,43, 0,38, 85, 60, 124, c'est pas mal. 164, oh, c'est bon ça. 300, 500, il va démarrer. 500, 400, hop, il démarre. Parfait. Eh ben, c'est parfait. Oh, c'est le coup de bol pour le client là. Le CPU n'a pas pris un coup dans la figure, donc très 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 bonne nouvelle. Donc c'est parfait. La conso est bonne, donc je pense que bah voilà. Du coup, il n'y avait que ça, mais c'est bien. Vous aurez peut-être appris des belles choses sur les schémas pour ces modèles-là, parce que ça marche pour toutes les nouvelles générations USB-C, hein. Ce que je viens de vous montrer, c'est vraiment similaire à tous les modèles dans ce style-là. Donc c'est parfait. Et ben, je vais pouvoir le remonter et puis faire tous les tests nécessaires, donc bah, clavier, son, Wi-Fi, enfin tout ce que je peux tester, on va dire. Mais en tout cas, c'est cool. Bon, lui, je pense qu'il va être un petit peu lent à démarrer, forcément, parce que ça doit faire un petit bout de temps qu'il n'a pas démarré. Et là, en plus, j'ai rien branché. Mais à partir de là, je sais que le CPU il est bon, donc je sais que celui-ci, je pourrais le sauver. C'est parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc j'espère que vous aurez appris de belles choses. C'était assez intéressant de vous montrer forcément les schémas, comment ça fonctionne. Bah, il vient de démarrer, hop, je vous montre rapidement, donc c'est parfait. Bon, moi je vais rebrancher le clavier, etc. Mais voilà, une petite panne plutôt intéressante. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.